Dallas Wins, un ouvrier du bâtiment du Texas, a été frappé par un courant à haute tension lors d'un accident du travail qui lui a fait fondre la majeure partie du visage. Pendant 2 ans, son visage sans yeux ni nez a horrifié ceux qui le voyaient. Mais les médecins lui ont ensuite donné un nouveau visage, celui d'un homme mort. Dallas Wins doit sa nouvelle vie à un homme décédé. Il est devenu une autre personne, intérieurement et, plus encore, extérieurement. Sa grand-mère parle d'une transformation. Avant, c'était un vrai fléau, dit-elle dans sa petite maison de la banlieue de Fort Worth, au Texas, où des coussins brodés et une rangée de lettres décoratives formant le mot « foi » ornent la cheminée. Le nouveau Dallas Wins est assis sur un canapé sous la cheminée, racontant comment il a mué, tant spirituellement que physiquement. « Le destin l'a changé », dit-il, ajoutant « Il faut une tragédie pour comprendre qui nous sommes vraiment. » Vien parle de la force qu'il ressentait en lui, de l'espoir qui ne l'a jamais abandonné et de la façon dont il s'est vu confronté au choix de devenir amer ou meilleur. Bien que tout cela soit vrai, ce n'est pas la véritable histoire. La véritable histoire est celle de traits extérieurs, du fait que, après un terrible accident, 2 douzaines de médecins intrépides de Boston ont transformé Wins en une autre personne en greffant le visage d'un mort sur sa tête. Fort Worth est l'une de ces villes provinciales difficiles à lire dans l'immensité du centre de l'Amérique, un groupe de zones commerciales sans centre-ville reliées à trop d'autoroutes. Aux abords de la ville, les touristes peuvent observer 2 fois par jour une douzaine de bovins à longues cornes conduits à travers des décors pittoresques du Far West, accompagnés d'aspirants cow-boys à cheval. À chaque coin de rue, des boutiques vendent des bottes brodées, des éperons et des verres à liqueur ornés du drapeau du Texas. Les habitants ont l'habitude de manger beaucoup de viande et de prier souvent, parfois dans les imposantes églises qui bordent les rues. Wins travaillait dans l'une de ces églises lorsque l'accident s'est produit peu après 18h30 le 13 novembre 2008. Vince, alors ouvrier du bâtiment de 23 ans, a fait un faux mouvement alors qu'il se tenait sur une nacelle élévatrice près du mur arrière de l'église baptiste de Ridgelea. Le mur de briques comporte 5 fenêtres et 3 ouvertures couvertes de volets. Vince peignait les appuis de fenêtres en blanc. Dans la ruelle non pavée entre l'église et une rangée d'immeubles adjacents, des câbles à haute tension gainés d'un isolant noir pendent de poteaux électriques en bois, dangereusement proches des bâtiments. Après avoir peint les appuis de fenêtres, Vince a descendu la nacelle élévatrice dans ses câbles, ou à proximité immédiate. La dernière chose dont Wins se souvient, c'est la sonnerie de son téléphone. Tout ce qui a suivi, y compris l'éclair qui l'a frappé au visage, a été effacé par le choc de l'accident. Des témoins oculaires lui ont dit plus tard que le courant à haute tension avait traversé directement son corps lorsqu'une boule de feu rougeoyante avait jailli d'un des fils derrière l'église, blessant gravement tout le côté gauche de son torse et sa colonne vertébrale, mais frappant également le devant de sa tête et lui arrachant le visage à jamais. Survivre contre toute attente. Un hélicoptère de secours transporta le corps sans vie de Wins jusqu'à l'hôpital Parkland de Dallas, à courte distance. Là, les médecins découvrirent un patient comme ils n'en avaient jamais vu auparavant. À la place du visage, il n'y avait qu'une brûlure béante, brillante et inquiétante, s'étendant du front au menton et d'une tempe à l'autre. La peau était carbonisée, le nez fondu, les yeux détruits et les muscles de la mâchoire si crispés que les dents s'étaient irrémédiablement entremêlées. La première opération a duré 36 heures. Les médecins ont réussi à maintenir Vince en vie et il a passé les 3 mois suivants dans un coma artificiel. Pendant 6 mois, les chirurgiens et les spécialistes des brûlures et de la peau ont pratiqué 22 opérations sur lui, tentant d'éviter la mort, même s'ils avaient peu d'espoir de survie. Au début, les médecins ont prévenu la famille, les grands-parents de Vince, son père et ses frères, David et Daniel, de s'attendre au pire et que ses chances de survie étaient très minces. Puis, lorsqu'il a surmonté l'expérience clinique en restant en vie, ils ont annoncé qu'il ne pourrait plus jamais parler, qu'il avait définitivement perdu l'odorat et qu'il ne pourrait plus jamais marcher ni manger d'aliments solides. Pour maintenir Viens en vie,
Les médecins avaient de soigner son visage détruit et ses blessures en greffant de la peau de ses cuisses et de son dos sur le devant de sa tête, étirant même la peau transplantée sur les orbites. À ce stade, la bouche de Vince n'était plus qu'une fente disproportionnée et couverte de croûte, une ouverture déchiquetée dans un visage hideux, sans yeux ni nez, à peine plus qu'un crâne sans traits distinctifs avec une barbiche grotesque plantée de travers sur son menton. Vince ressemblait à un personnage sorti d'un tableau de Francis Bacon, une créature mutilée, un zombie. Il allait passer près de 2 ans à ressembler à ça. Alors qu'il marchait dans la rue avec une canne d'aveugle, les passants reculaient d'horreur devant cette silhouette horrible. Sauvé par l'amour d'une fille, comme il pouvait sentir avec ses doigts ce qu'il ne voyait plus dans le miroir, Vince avait une idée de son apparence. Il dit avoir eu envie de pleurer lorsqu'il a touché son visage pour la première fois après l'accident. Mais il n'y avait pas de larmes. Vince était déjà divorcé avant l'accident. Son mariage fut rompu 2 ans plus tard, mais il resta avec un enfant. Scarlett avait 18 mois lorsque son père perdit la face. Trop jeune pour avoir des pensées complexes, mais assez grande pour réconforter un adulte. Plus important encore, elle n'était pas horrifiée par le visage hideux de son père. À l'hôpital, Scarlett reconnut immédiatement les mains de son père et fut heureuse de le revoir, comme n'importe quel enfant. Quand Vince évoque la scène avec Scarlett, l'émotion se glisse dans sa voix murmurée. Il devient évident que la réaction initiale de la jeune fille l'a sauvé en lui rendant ce qu'il avait perdu, une identité. Il n'était pas seulement un monstre défiguré, il était le père de cet enfant, une jeune fille qui le reconnaissait et l'appelait par son nom. Ce fut, dit Vince, un moment formidable, et il se jura de ne jamais perdre espoir, car la vie pouvait encore s'améliorer. À l'époque, Vince aurait été encore plus optimiste s'il avait été au courant des dernières nouvelles du monde de la médecine de transplantation. Les premiers succès des transplantations partielles du visage avaient été signalés dès 2005. À Amiens, dans le nord de la France, des médecins avaient réalisé une intervention chirurgicale pionnière en remplaçant des parties du visage d'Isabelle Dinoir pour réparer les dommages causés par son chien labrador. Dans un hôpital militaire de Xi'an, ville du centre de la Chine, le berger Li Guoqing a reçu le nez, la lèvre supérieure et les joues d'un donneur en état de mort cérébrale après avoir été mutilé par un ours. En mars 2008, 8 mois avant l'accident de Vince, Pascal Koller a reçu en France un visage entièrement nouveau pour remplacer celui défiguré par des tumeurs. En décembre 2008, quelques semaines seulement après l'accident de Vince, des médecins de Cleveland ont greffé le visage presque complet d'un donneur sur une femme nommée Connie Culp, qui avait été abattue par son mari devant un bar à Hopedale, dans l'Ohio. Au cours des 5 ou 6 dernières années, la médecine semblait avoir pénétré les dernières frontières inexplorées du corps humain. Reins, poumons, cœur et foie étaient échangés depuis longtemps entre de parfaits inconnus, mais pas les visages. Le visage était considéré comme quelque chose de différent, comme une partie de l'âme, quelque chose de visible publiquement, mais profondément personnel. Les médecins n'abordent généralement pas ces sujets en termes philosophiques et psychologiques. Ils se demandent plutôt s'ils peuvent justifier éthiquement les risques liés à la transplantation faciale. Le problème réside dans le traitement. Les receveurs doivent en prendre des médicaments puissants toute leur vie pour empêcher le rejet du tissu étranger. Ces médicaments affaiblissent les défenses immunitaires et entraînent des effets secondaires importants, tels que cancer de la peau, diabète, problèmes rénaux et maux de tête chroniques. Les opposants aux greffes de visage affirment que la prescription de ce type de médicaments viole l'éthique médicale lorsqu'il ne s'agit pas de vie ou de mort. Ils affirment que le visage, contrairement au foie ou aux poumons, n'est pas nécessaire à la survie. Mais quiconque a le courage de regarder les photos préopératoires du petit groupe de personnes ayant bénéficié d'une greffe du visage considérera probablement ces arguments comme purement théoriques. Une personne peut survivre sans visage, mais pas avec une vie digne d'être vécue. Une chance née de l'optimisme. Jeffrey Janis, le médecin traitant de Vince au Texas, a compris qu'il pourrait être le 2e ou le 3e patient de l'histoire de la médecine, et le premier aux États-Unis à bénéficier d'un visage entièrement remodelé.
Chirurgien plasticien réputé, Janice a contribué à sauver la vie de Vince immédiatement après l'accident. Comme tout médecin ambitieux aux États-Unis, il assiste à toutes les conférences médicales possibles. Lors d'un symposium, Janice a assisté à une présentation de Bogdan Pomáhak, directeur du Centre des Grands Brûlés du Brigham and Women's Hospital de Boston. Originaire de République tchèque, Pomáhak a fait part de ses premières expériences de greffe partielle du visage. Mais surtout, Pomáhak a bénéficié d'un généreux budget de recherche qui lui a permis de financer au moins une demi-douzaine de greffes. Le département de la Défense américain lui a accordé une subvention de 3,5 millions de dollars, 2,5 millions d'euros, pour poursuivre ses recherches sur la chirurgie faciale, qui pourrait également bénéficier aux soldats blessés. Janice a raconté pour la première fois à Pomáhak l'histoire malheureuse de Dallas Wines lors de la conférence. Lorsque Pomáhak a vu Wines pour la première fois, il a failli rejeter sa candidature. Pomáhak avait vu peu de visages aussi gravement endommagés que celui de Vince dans sa carrière. Néanmoins, Pomáhak a demandé à son équipe d'examiner Vince de plus près, en analysant ses tissus, ses vaisseaux sanguins et ses nerfs. Ils ont réalisé des images 3D de sa tête, un modèle de son crâne endommagé et des modèles des segments osseux manquants qui devraient être prélevés ultérieurement sur un donneur. Ils ont également discuté avec Vince qui, contrairement aux prédictions de ses médecins, avait réappris à parler. Il est fort possible que l'attitude positive de Vince, son optimisme typiquement texan et sa foi inébranlable en toutes choses aient finalement convaincu l'équipe de Boston de l'accepter comme candidat. Vince était intrépide. Il voulait avoir sa chance. Boston est une terre sacrée pour les médecins du monde entier. La faculté de médecine de Harvard est entourée de plusieurs grands hôpitaux et centres de recherche réputés qui, ensemble, couvrent le territoire d'une petite ville. Dans l'un de ces bâtiments, le Etherdome, la première opération réalisée sous anesthésie à l'éther a eu lieu en 1846. Et le 23 décembre 1954, Joseph Murray, futur prix Nobel de physiologie ou médecine, a réalisé la première transplantation rénale humaine réussie entre deux frères jumeaux identiques. À l'époque, peu de patients survivaient aux interventions ou mouraient à cause d'une surdose de rayons X qui avait affaibli leurs défenses immunitaires. L'équipement, les ordinateurs et les technologies d'analyse permettant aujourd'hui de disséquer des cellules humaines jusqu'au niveau cellulaire n'existaient tout simplement pas à cette époque. En comparaison, lorsqu'il était sur la table d'opération de Brigham en mars 2011, le corps de Vince était comme un livre ouvert. Avant lui, seules deux personnes, l'une en Espagne et l'autre en France, avaient bénéficié d'un don complet de visage, et maintenant, c'était son tour. La vidéo de l'opération de 15 heures, raccourcie à quelques minutes, donne l'impression que la procédure est bien moins complexe qu'elle ne l'est en réalité. On y voit un groupe de médecins debout, silencieux, autour de la table, la tête couverte de loupes extrêmement puissantes. On y voit également une boîte réfrigérée. Elle contenait vraisemblablement le visage du donneur, conservé dans un sac en plastique stérile, placé à l'intérieur d'un autre sac rempli d'eau, lui-même entouré de glace. Les complexités d'une transplantation. L'objectif principal de l'opération était de prélever le visage du défunt ainsi que tous les tissus, nerfs et vaisseaux sanguins sous-jacents, d'en ligaturer toutes les extrémités ou de les sceller avec un scalpel électrique et de connecter ce masque à la veine jugulaire et à l'artère carotide du receveur. Une fois la circulation sanguine rétablie, explique Stéphane Tullius, chef du service de chirurgie des transplantations à Brigham, on dispose d'un peu de temps. Tullius ouvre des manuels d'anatomie pour tout expliquer. Originaire de Bad Kreuznach, dans l'ouest de l'Allemagne, Tullius a obtenu son diplôme de médecine à Francfort. Il a travaillé à l'hôpital Virchow de Berlin pendant 12 ans et a transplanté des milliers d'organes au fil des ans, notamment des reins, des foies et des pancréas. Tullius travaille à Boston depuis 2005. Il dirige son propre laboratoire de recherche, pratique des interventions chirurgicales à Brigham et enseigne à la faculté de médecine de Harvard. Lorsque Vince a été amené au bloc opératoire, Tullius se tenait également à la table d'opération, parmi les membres du groupe qui entourait Pomáhak, le chirurgien en chef. Des centaines de minuscules vaisseaux sanguins et nerfs du visage doivent être connectés,
explique Tullius. C'est pourquoi tout prend autant de temps. Les fibres nerveuses les plus grosses, à peine aussi épaisses qu'un cheveu, sont cousues ensemble avec de minuscules aiguilles et du fil, ce qui ne pose plus vraiment de problème de nos jours. Si le visage du donneur est solidement attaché à la tête du receveur, c'est en partie grâce à la connexion de nombreux brins musculaires, explique Tullius, et aux vaisseaux sanguins et nerfs du receveur qui s'y développent. Il se ramifie dans le nouveau tissu, explique Tullius, et la peau est également cousue. De toute façon, rien ne tombe. Pionnier sur le plan médical, philosophiquement stimulant, Tullius évoque la pression que subissent les médecins lorsqu'ils s'aventurent sur de nouveaux terrains au bloc opératoire. Il est conscient que de telles interventions radicales sur le visage humain repoussent les limites de la médecine. Tullius a 2 enfants. Son fils avait 6 ans lorsqu'une émission sur une greffe partielle du visage à laquelle il avait participé a été diffusée à la télévision. Avant cela, Tullius raconte que son fils ne s'intéressait pas particulièrement à son travail, les reins, le pancréas et tout le reste. Mais lorsque le fils de Tullius apprit que cette opération concernait le visage, il demanda à son père « Et la personne qui a fait don du visage ?» Tullius se retrouva soudain obligé de parler de la mort à son fils. « Lorsqu'il s'agit du visage, dit-il, les questions concernant les receveurs et les donneurs, et celles de la vie et de la mort, sont différentes, plus urgentes. C'est comme ça. » En effet, des phénomènes étonnants et incompréhensibles se produisent dans le corps humain lors de la transplantation d'organes. Tullius décrit le cas d'un patient ayant bénéficié d'une greffe du bas du visage à Boston. Après l'opération, la peau du patient devenait rouge vif toutes les 4 semaines. Les médecins ont d'abord interprété cela comme le premier signe d'une réaction de rejet. Mais ils ont ensuite appris que le donneur souffrait d'une maladie de peau appelée rosacée, dont le receveur avait hérité. Il y a encore beaucoup de choses que nous ignorons, explique Tullius. Il effectue de nombreuses recherches sur des souris de laboratoire et se heurte ainsi à des questions philosophiques. Qu'est-ce que l'âge? Qu'est-ce que la jeunesse? Et qu'est-ce qui définit la vie? Ces questions se posent également lors de la rencontre avec Dallas Wins, dans la petite maison de ses grands-parents, en périphérie de Fort Worth. Personne ne sait rien du donneur, sa famille ayant exigé l'anonymat. Son visage est posé sur la tête de Vince comme un masque d'Halloween en latex, mais ce n'est qu'une première impression. On s'aperçoit rapidement que ce masque révèle les rudiments de l'expression faciale et que quelques muscles bougent sous la peau. La situation devrait s'améliorer avec le temps, à mesure que les nerfs se développent. En discutant avec Vince et en observant son visage, on en oublie presque que quelque chose cloche. Surtout avec ses lunettes de soleil, Vince ressemble à un patient victime d'un AVC, à un joueur de poker impassible ou à un policier cynique dans une série télévisée. Dans l'ensemble, et surtout en comparaison du visage hideux qu'il a gardé pendant les 2 années qui ont suivi l'accident, Vince a une apparence presque normale. Le coin droit de sa bouche s'affaisse légèrement, mais cela se remarque moins lorsqu'il laisse pousser sa barbe. Il a même des cheveux qui poussent. « Je viens de me faire couper les cheveux », dit Vince avec son sourire joyeux et contagieux. Et, en fait, les cheveux sont un aspect intéressant de cette histoire. Le donneur était visiblement plus âgé et plus lourd que Vince, et il avait des cheveux gris. Mais ses cheveux ne sont plus gris. En quelques semaines, Vince a intégré les cheveux du donneur à son propre corps, et sa jeunesse et ses hormones ont en quelque sorte inversé le processus de grisonnement. Maintenant, au lieu des cheveux gris du donneur, Vince a des cheveux bruns foncés, presque noirs. « Ce sont mes cheveux », dit Vince en y passant la main d'un geste théâtral. « C'est ma tête », ajoute-t-il, « et mon visage. » Vince rit beaucoup et est d'une compagnie agréable. Il parle vite et marmonne beaucoup, car sa bouche ne fonctionne pas encore comme prévu. Mais malgré tout ce que ses médecins lui avaient prédit, il peut encore parler. Il marche, même si tout le monde disait qu'il ne marcherait plus jamais. Il a même retrouvé l'odorat. En fait, cette dernière amélioration est survenue relativement tôt dans son calvaire. Lorsque les tubes ont été retirés de son nez à l'hôpital Brigham and Women's, Vince a pu sentir le repas de l'hôpital, des lasagnes ce jour-là, avec le nez du donneur, son nouveau nez. Il décrit cela comme
l'odeur la plus merveilleuse qu'il ait jamais sentie. Peu après, il a pu sentir le contact des mains de sa fille sur son visage et ses petits baisers. Depuis, Vince est un homme heureux. Le miracle de la vie. Pourtant, son nouveau visage provoque aussi beaucoup d'irritation chez Wayans. On le voit mieux lorsqu'il se tient debout, marche ou gesticule. En effet, sa tête et son corps semblent quelque peu incongrus, voire contradictoires. Mais les médecins affirment que c'est normal et que cela s'améliorera, qu'il finira par s'approprier son visage et qu'il ressemblera à 60% à lui-même et à 40% au donneur. Cela pourrait ressembler à un roman de Frankenstein ou à un conte de science-fiction. Mais, au final, ce n'est qu'un test des limites de notre imagination. Lorsque Vince retire un instant ses lunettes de soleil, il n'y a plus rien de déconcertant chez lui. Son visage est brisé et déchirant. Sa paupière droite est fermée, comme si tout le côté droit de son visage était encore endormi, et des parties blanches de son œil gauche sont visibles. C'est un spectacle touchant, qui chasse les pensées monstrueuses et rappelle le miracle de la vie. Il révèle qu'un être humain est assis là, un être très spécial. Les amis, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à nous donner vos différentes opinions dans les commentaires concernant cette histoire. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner.